Je me baladais à la Cité des Sciences et je tombe sur des portraits de femmes scientifiques. Et tout de suite, je me suis dit, c'est incroyable, je ne les connais pas, et pourtant je connais de grands scientifiques, et souvent c'est des hommes. Et donc, je me suis rendu compte à quel point elles n'étaient pas connues, pas mises en avant. Et donc, dans cette vidéo, on va voir 5 portraits de femmes qui ont vraiment influencé leur temps. Ça va nous permettre de nous rendre compte à quel point les femmes ont marqué l'histoire des sciences, et ce sont de très bonnes figures à montrer à nos enfants, et en particulier à nos filles. C'est parti. Émilie de Châtelet, 18e siècle, 1706-1749, celle qui a démontré de manière expérimentale la formule de l'énergie cinétique. Alors elle est née en 1706 d'une famille de riches nobles, elle est surtout connue pour être l'égérie de Voltaire, qui fut son amant. Son père lui donne, fait rare au début du XVIIIe siècle, la même éducation que ses propres garçons. Et elle en profite pour s'instruire avec avidité. Elle est surdouée, elle excelle dans des domaines comme l'équitation, la musique, avant de s'intéresser à la science de près. Elle est contemporaine de Newton. Vous savez, Newton, le physicien anglais, qui est le père de la mécanique classique. Elle traduit ses œuvres et elle s'intéresse aux travaux de Leibniz. Alors Leibniz est aussi contemporain de Newton. Ce dernier a notamment formulé l'hypothèse que l'énergie d'un objet, longtemps nommée la force vive, avant de s'appeler l'énergie cinétique, était proportionnelle à sa masse et au carré de sa vitesse. C'est en fait la formule énergie cinétique, que je vais noter EC, est égale à 1/2 de mv au carré. Donc Émilie de Châtelet en fait la démonstration expérimentale dans son château en faisant tomber une bille de plomb dans de l'argile molle, à partir de hauteurs variables. L'idée est de quantifier l'énergie cinétique à partir de la trace laissée dans l'argile molle. Alors la suite n'est pas heureuse, elle se marie en 1748, elle tombe enceinte, en 1749, à son accouchement qui est très difficile, eh bien, elle finit justement ses travaux scientifiques 4 jours avant de mourir. Voltaire s'occupera notamment de faire publier les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Ce que je retiens de son parcours, c'est son éducation. Comme on l'a dit, son père l'a éduquée comme ses garçons. Et par son talent, elle a pu prendre place en tant que femme parmi les plus grands scientifiques de cette époque. Les Harvard Computers, alors là il s'agit de plusieurs femmes. Ce sont les femmes qui ont tracé le ciel, celles grâce à qui on connaît mieux les étoiles. Elles les ont classifiées en fonction de leur type spectral, c'est-à-dire leur couleur. D'ailleurs, juste parler de couleur ne suffit pas, on parle de température de couleur, grâce aussi à leur masse et à leur luminosité. Mais entrons dans les détails. Les Harvard Computers, ce sont des calculatrices humaines, des femmes employées par Edward Charles Pickering, le directeur de l'Observatoire de Harvard de 1877 à 1919, pour traiter mathématiquement d'importantes quantités d'informations. Je vais simplement restituer le contexte. On est à la fin du 19e siècle et les calculatrices n'existent pas. Donc quand je parle de calculatrices humaines, ce sont des personnes qui ont des capacités à faire des calculs qui sont hors normes. Mais j'ai entendu parler du harem de Pickering, c'est quoi en fait? Bon là, il faut qu'on parle. Effectivement, le harem de Pickering, ou plus largement l'effet de harem, c'est le fait de s'entourer de femmes subordonnées. Pourquoi des femmes? Car elles coûtent moins cher. Et pour un même budget, on peut avoir plus de personnes, donc plus de cerveaux. D'ailleurs, hormis les avantages de salaire inférieurs, on prête aux femmes des qualités supplémentaires. Elles seraient moins enclins au conflit que les hommes, parce qu'il y a moins de concurrence. Alors, petite anecdote, Pickering, frustré des résultats de ses assistants masculins, a déclaré, je cite, que même sa bonne ferait un meilleur travail. Et ça n'a pas failli. Son assistante, Williama Fleming, alors étudiante, divorcée et en galère d'argent, engagée en tant que bonne, s'attelle à la tâche et après plusieurs mois de travail, crée le premier système de classification en 1890. Quelques années plus tard, d'autres femmes employées par Pickering apportent leur contribution et le dernier schéma de classification de Harvard apparaît et reste actuellement encore utilisé. Ce que je retiens dans cette histoire, c'est qu'en fait, je me demande si l'effet de harem, ça existe encore. Vous en pensez quoi? Vous pouvez me laisser en commentaire votre avis sur des anecdotes précises sur l'inégalité homme-femme, par exemple. Et d'ailleurs, on voit que ce sujet, l'inégalité homme-femme au travail, est encore un sujet d'actualité puisqu'on en parle souvent de nos jours. Ada Lovelace, 1815-1852,
Bon là, on parle de la première programmeuse du monde, la pionnière de l'informatique, celle reconnue pour avoir réalisé le premier programme informatique. On doit même son nom à un langage, le langage Ada. Alors, pour retracer les moments clés de sa vie, peu après sa naissance, elle grandit avec sa mère qui lui donne une éducation rigoureuse en sciences dures, c'est-à-dire les mathématiques et la physique. Et une anecdote que j'adore tout particulièrement, c'est qu'à 12 ans, elle écrit un traité dédié aux ailes des insectes. À 16 ans, elle rencontre Mary Somerville, une astronome réputée qui la pousse à progresser en mathématiques. Et à 17 ans, en 1833, Mary lui présente un mathématicien connu qui travaille sur les machines de calcul et qui s'appelle Charles Babbage. Ces machines vont la fasciner. À partir de 1842, elle décide en fait de se concentrer sur les travaux de Babbage. Et initialement, en fait, elle décide de les traduire. Mais elle réalise des notes supplémentaires qui représentent en fait 3 fois le volume de l'article original. Et elle va jusqu'à détailler le fonctionnement exact de la machine. C'est-à-dire qu'en fait, elle va donner des détails sur le mouvement des engrenages. Alors cette note est fascinante, elle contient un certain formalisme et un véritable concept informatique qui est la boucle conditionnelle. Vous savez, le while et le for que vous codez actuellement dans vos programmes. Bref, le travail réalisé par Ada, qui est en fait un programme, est considéré comme le premier programme informatique au monde. Inge Lehmann, 1888-1993. C'est celle qui a prouvé que le centre de la Terre est à la fois solide et liquide. On va expliquer ça. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que comme Émilie de Châtelet, elle a bénéficié d'une éducation qui ne fait pas la différence entre les garçons et les filles, dans une école mixte, la première au Danemark. D'ailleurs, il faut souligner que cette école fut elle-même créée par une grande scientifique, Anna Adler, qui est la tante de Niels Bohr. Vous savez, c'est le père de l'atome dans le modèle de Bohr. Bon, déjà, il faut comprendre à qui on a affaire. C'est une femme qui travaille très dur. Elle étudie les mathématiques, la chimie, la physique et l'astronomie, rien que ça. Ayant de grandes compétences en calcul, elle a travaillé dans le commerce, des assurances. Bon, jusque-là, c'est pas ouf. Mais en devenant l'assistante d'un géodésiste, alors la géodésie, c'est la science qui s'intéresse au tracé des cartes. Elle a pour mission d'installer des observatoires sismologiques au Danemark et au Groenland. Et là, il se passe quoi? Elle est passionnée par ce domaine et elle se dit, tiens, je passerai bien un doctorat dans cette matière. Donc elle devient docteur. C'est en 1936 qu'elle met en évidence le fait que le noyau, connu comme liquide depuis 1912, doit forcément contenir une partie solide. Cette discontinuité solide-liquide expliquerait le profil de certains sismogrammes. Et on parle donc d'un domaine précis qui est la science de la Terre. Et d'ailleurs, cette discontinuité porte le nom de la discontinuité de Lehmann. Clara Lazen. On va terminer justement cette vidéo avec un exemple qui est plus une anecdote qu'une biographie. Alors, à 10 ans, Clara Lazen, elle signe un article de recherche en tant que co-autrice. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire se déroule dans une école en Amérique et on est dans un cours de chimie. Alors, à l'aide de kits moléculaires, les élèves doivent construire des molécules en assemblant des sphères et des bâtons, donc des tiges en fait, qui représentent les liaisons entre les atomes. Vous savez, les molécules sont faites d'atomes et les atomes sont liés entre eux par ce qu'on appelle des liaisons covalentes. Clara Lazen, alors âgée de 10 ans, elle va construire une molécule formée de carbone, d'oxygène et d'azote. Ok, bon, pour bien comprendre, on va ouvrir une petite parenthèse avec un petit cours de chimie, qui nous fera pas de mal. En fait, les éléments de la nature, donc les atomes, ils sont classés dans un tableau qu'on appelle le tableau périodique des éléments. On appelle aussi le tableau de Mendeleïev. Les atomes sont classés notamment par leur valence, c'est-à-dire leur capacité à se lier à d'autres atomes pour former des molécules, comme on vient de le dire. Le carbone, lui, il peut former 4 liaisons covalentes. L'oxygène, il peut en former 2, et l'azote, il peut en former 3. On dit que l'azote, il a une valence de 3. Donc Clara, elle crée alors la molécule suivante, avec son kit, celle que vous pouvez voir juste ici, et elle met un atome de carbone au centre, qui engage 4 liaisons simples avec 4 atomes de carbone, qui eux sont reliés à 3 atomes d'oxygène, qui eux sont liés à un atome d'azote. Et donc on a le CO3N 4 fois. A la suite, eh bien, l'enseignant, n'ayant jamais vu une telle structure moléculaire, va vérifier la construction, il va rechercher avec un ami la molécule dans une base de données qui rassemble toutes les molécules recensées
Ce qui amène notre petite Clara à contribuer à l'article de recherche. Alors on voit dans ces histoires que l'éducation des filles qui ont profité des mêmes droits et avantages originalement dédiés aux garçons se sont émancipées intellectuellement au point d'avoir un impact sur le savoir scientifique et donc forcément sur l'humanité. C'est dire à quel point le savoir et l'éducation est évidemment à partager entre nous, sans distinction de genre, évidemment. L'émancipation des femmes ne doit pas dépendre de la capacité des hommes à décider de leur éducation. En tant que parents, nous devons donner les mêmes chances à nos filles qu'à nos garçons. Petite anecdote, en général, on découvre que les petits garçons qui viennent coder chez Evoluliquid ont aussi des sœurs. Et en fait, les parents n'ont pas forcément le réflexe d'amener aussi les filles, parce que aussi, c'est dû à l'histoire de l'informatique. L'histoire de l'informatique, notamment le gaming, est très connoté, très codifié chez les garçons. Tous ces exemples sont inspirants, à la fois pour les hommes et pour les femmes, mais mon exemple préféré reste celui de Clara. Car on voit à quel point faire pratiquer les enfants et solliciter leur créativité peut les emmener vers des horizons aussi lointains qu'insoupçonnés. Mais j'ai envie de terminer cette vidéo avec la citation d'un homme, William Golding, qui a dit « Les femmes sont folles ». Alors il dit exactement « Je pense que les femmes sont folles si elles prétendent être les mêmes que les hommes. Elles sont tout à fait supérieures à eux et l'ont toujours été. Tout ce que tu donnes à une femme, elle le fera en mieux. » Bon et bien, il ne vous reste plus qu'à faire découvrir à vos filles tout le potentiel de la science. Alors chers parents, à vous de jouer. Hop hop hop, avant de quitter la vidéo, n'oublie pas, c'est le mois du numérique, donc abonne-toi à notre chaîne YouTube parce que c'est le mois où on balance du lourd. Merci d'avoir vu cette vidéo et si elle t'a plu, tu peux continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Sur notre site, tu y trouveras plein de ressources et tu pourras t'inscrire gratuitement à des classes virtuelles. Donc c'est le mois du numérique, on te dit à demain pour une nouvelle vidéo. À toi de jouer.